Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense qu'il faut d'abord saluer l'excellente initiative de notre commission des finances, Monsieur le Président Raynal, Monsieur le rapporteur général Huchon, pour mener cette initiative de mission d'information sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, près de 4 ans après la loi Darmanin entre guillemets du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Il était important en effet de faire un premier bilan des nouvelles dispositions adoptées à l'époque et il est très salutaire que le Parlement s'intéresse à ce sujet de manière permanente, tant l'enjeu pour nos finances publiques est fondamental. L'une des difficultés constatées ces dernières années étant que les révélations faites par la presse sur ces sujets suscitent indignation et réactions indignées pendant 48 heures au mieux, et très vite le soufflet retombe et les réactions du gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux financiers colossaux impliqués. Chacun a en mémoire ici la déclaration très péremptoire du président Nicolas Sarkozy le 23 septembre 2009. Les paradis fiscaux, c'est terminé. Or, ces 14 dernières années, les scandales se sont répétés. Si on fait le compte, depuis 2013, année de la tristement célèbre affaire Cahuzac, qui a fait tant de mal à notre République, ce ne sont pas moins de 15 affaires qui ont été révélées par les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte. Merci à eux au nom de l'intérêt général. Et à chaque fois, les mêmes montants astronomiques, les mêmes systèmes sophistiqués et trop souvent, malheureusement, l'implication de responsables politiques de haut niveau, ici et ailleurs. C'est ainsi que nous eûmes droit successivement aux Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, OpenLux, CumEx Files, UBS et plus récemment encore les Pandora Papers. Quel exotisme! Cette accumulation d'affaires illustre parfaitement le caractère systémique, quasi industriel de l'évasion fiscale. Ceci confère aux responsables politiques, quels qu'ils soient, une responsabilité majeure. Qu'en est-il donc du bilan de la loi de 2018 ? La mission a constaté l'insuffisante évaluation de la fraude fiscale. Notre rapporteur général l'a rappelé. La loi de 2018 avait prévu la création d'un observatoire d'évaluation de la fraude fiscale. Celui-ci n'a jamais vu le jour, faute d'avoir quelqu'un pour en assurer la présidence. J'avais à l'époque proposé modestement ma candidature à titre bénévole, soucieux que nous sommes des deniers publics. L'observatoire est mort-né, aujourd'hui perdu dans les limbes. Certes, le verrou de Bercy fut quelque peu desserré, c'est une bonne chose, sans être toutefois complètement supprimé. Nous sommes nombreux à penser que sa suppression totale devrait être envisagée, mais cela nécessiterait en parallèle de renforcer les moyens de la justice, le parquet national financier, notamment de manière que notre justice puisse traiter comme il convient tous les dossiers de fraude fiscale. Je ne partage pas la satisfaction de la mission d'information qui estime que les réponses pénales et les instruments de justice que sont la CGIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, et je me demande toujours où est l'intérêt public dans ce dispositif, ainsi que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, une sorte de plaidé coupable à l'anglo-saxonne. Certes, le gouvernement met en avant les condamnations de McDonald's ou du Crédit Suisse ces derniers mois. Les amendes récupérées ne représentent pas la totalité des sommes éludées. Et cette méthode de négociation, entre guillemets, laisse entendre au commun des mortels que la loi fiscale ne s'applique pas de la même manière selon que vous êtes puissant ou misérable, pour plagier le grand Jean de La Fontaine. Notre mission d'information a aussi examiné de manière très logique la dimension européenne du sujet. L'Union européenne considère qu'il n'existe en son sein aucun paradis fiscal. Je me contenterai de citer nos partenaires entre guillemets du Luxembourg, mis en cause en février 2021 dans une enquête au long cours du journal Le Monde, son nom OpenLux. Nous y apprenions que le Luxembourg hébergeait 55 000 sociétés offshore, cumulant ensemble 6 500 milliards d'euros d'actifs. 6 500 milliards, mes chers collègues, quasiment 20 fois le budget de la France. Et parmi ces 55 000 sociétés, en tête de classement, les Français, avec 17 000 de nos contribuables, de nos concitoyens qui détenaient ces sociétés offshore. L'une des armes essentielles pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale est l'indispensable transparence. Or, de ce point de vue, Jean-François Husson l'a rappelé, l'Union européenne envoie des messages quelque peu inquiétants et contre-productifs ces derniers temps. Pour en juger cette décision très surprenante de la Cour de justice européenne,
qui considère que la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés est réservée au pouvoir public et aux organismes spécialement habilités à les recevoir. Jusque-là, ces informations étaient en libre accès sur Internet. La Cour européenne freine ainsi les ardeurs des défenseurs d'une transparence absolue. Il est clair que seule une volonté politique forte et pérenne et une priorisation de ce combat permettront d'avancer véritablement au nom de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci. Merci. Oui. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être répondre sur un des points de votre intervention, les CGIP, les conventions judiciaires d'intérêt public. Moi, je pense que c'est un outil utile à plusieurs titres. D'abord, ça nous permet de gagner du temps avec des procédures qui peuvent être extrêmement longues. Ensuite, ça nous permet de nous assurer que les finances publiques recouvrent une partie très importante de la fraude. Là où le fait est que quand vous rentrez dans une bataille judiciaire, indépendamment du fait que vous avez des appels, des procédures qui peuvent être très longues, il faut savoir aussi face à quoi on se bat. Parfois des grandes entreprises qui ont une armée juridique, évidemment on est très outillé aussi l'État, mais en tout cas qui peuvent faire durer les choses. Et que la succession d'audiences et d'appels peut aussi finir par faire baisser le montant in fine que nous réussissons à recouvrer. Un exemple, UBS, je crois que le contentieux n'est pas encore achevé, mais on voit bien qu'entre la première condamnation puis l'appel, c'est parfois plusieurs milliards d'euros finalement en moins qui sont prévus. Moi, je veux vraiment saluer l'engagement des agents et des enquêteurs de la DVNI qui notamment ont permis la signature de la CGIP avec McDonald's cet été. J'étais allé sur place les rencontrer pour saluer leur travail. C'est 1,3 milliard d'euros. Vous avez cité aussi l'affaire Crédit Suisse. Moi, je pense que c'est un outil utile, mais il nous faut, et là je vous rejoindrai évidemment, être capable de regarder si ça vaut le coup, entre guillemets, de signer ou s'il vaut mieux aller au contentieux. En l'occurrence, pour ces affaires, vraiment les agents remarquables qui ont travaillé ont considéré, et on est d'accord avec eux, que ça valait le coup de signer cette CGIP puisque ça nous permet de recouvrer les montants qui étaient questionnés. Et ensuite, ça nous permet aussi d'avoir une entreprise qui se met dans les clous plus rapidement que si on avait des procédures multiples sur plusieurs années. Merci. La parole est à Madame Sylvie Vermeillet.